Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire estival sur les infoprojets nationaux et européens. Je vous remercie de patienter quelques petites secondes dans le temps que l'ensemble des participants se connectent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire sur les infoprojets nationaux et européens. Nous allons démarrer ce webinaire avec un rapide tour d'horizon des prochains rendez-vous SCS, notamment avec un premier WebTech le 20 juillet, organisé par Fabienne de Thomas sur l'impact des crises sanitaires et géopolitiques, où nous traiterons notamment de la pénurie de semi-conducteurs. Quelle stratégie d'approvisionnement adopter? Nous avons également des événements en présentiel cette fois-ci. Donc le premier, le 29 septembre, vous pourrez nous rejoindre à Sophia Antipolis, à la Maison d'intelligence artificielle, pour des démonstrateurs, des présentations et du networking autour de l'IA et l'IoT Exhibition Day 2022. Le 13 octobre, des rencontres marchés sur la nouvelle architecture, nouvelle vie à bord et l'ensemble vers le zéro CO2, qui aura lieu donc chez Amadeus à Sofia. Et ensuite, le Micro Innovation Day numéro 3, qui aura lieu le 18 octobre au campus Lumini d'Aix-Marseille Université, avec des conférences, des showrooms, donc des rendez-vous B2B et du networking. Pour l'ensemble de ces événements, vous pouvez envoyer un mail d'inscription à Audrey Rivollet, donc vous avez le mail sur les slides. Concernant les modalités techniques, ce replay donc ce webinaire sera enregistré et le replay vous sera accessible sur notre site web. Un mail vous sera adressé cet après-midi. Vous aurez donc les slides ainsi que le lien vers ce replay. Vous pourrez poser tout au long de ce webinaire vos questions via le module questions sur votre tableau de bord. Elles seront traitées à la fin de chaque intervention. Alors pendant ce webinaire, donc les caméras seront coupées. Les micros également, donc seuls les présentateurs auront accès au micro. Pour l'agenda, nous vous proposons donc un focus sur les appels à projets nationaux et régionaux, notamment le PIA 4 régionalisé qui est sorti, et un rapide tour d'horizon des autres appels à projets. Concernant les projets européens, vous aurez également un petit update ainsi que quelques nouveautés côté Europe. Je passe la main désormais donc à Gérard Martinez qui nous présentera la partie appel à projet français et dans un second temps, ce sera Clémence Castel qui nous parlera de la partie européenne. Gérard, je te laisse la main. Bonjour à tous. Nadira, peux-tu me confirmer qu'on m'entend? Oui, on t'entend très bien et on voit les slides. Ok, parfait. Donc, comme vient de l'introduire Nadira, nous allons faire un panorama qui ne se veut pas nécessairement exhaustif, mais nous allons focaliser sur un certain nombre de priorités en termes d'appel à projet. Donc, à la fois sur la partie région, France et aussi donc Europe. Ce qui est important de manière générale, c'est que l'ensemble de ces appels à projets, vous pouvez aussi avoir une vision de leurs détails et de fiches synthétiques sur notre site web. Et donc là, on va vraiment être sur l'essentiel dans un premier temps afin d'être assez rapide quand même. L'actualité est assez riche. Et puis, bien entendu, comme on vous l'a dit en introduction, on se tient à votre entière disponibilité pour répondre dans le détail. Alors, comme d'habitude, dans ce panorama, en ce qui concerne la partie régionale et la partie France au niveau national, il est important d'avoir quelques petites définitions pour éviter des ambiguïtés ou éventuellement s'éparpiller. Donc, un appel à projet, ce sont de l'aide publique qui est là pour soutenir une activité, qu'elle soit de type R&D, innovation, et maintenant avec
une ouverture à l'aspect plus industriel. Ce qui est important, c'est pourquoi ces régimes de R&D ou ces régimes d'aide publique, aujourd'hui, de manière générale, il existe une règle qui s'appelle la règle de minimis, qui fait qu'on ne peut faire de l'intervention au niveau gouvernemental ou régional pas plus que 200 000 euros d'aide publique pour une même entreprise sur une période de 3 exercices fiscaux consécutifs. Donc ça, c'est la règle de minimis. Et puis après, il y a les régimes d'aide de type R&D et innovation, qui sont effectivement donc des aides liées à cette typologie d'activité. Bien entendu, ce sont des règles qui sont à la fois pour des dispositifs individuels, qu'on appelle monopartenaires, et ou collaboratifs, dans le cas où vous avez un consortium avec plusieurs entités, que ce soit des entités de type PME, TPE, grands groupes, et bien entendu académiques de manière générale. Un deuxième élément qui nous semble important de souligner, puisqu'il y a un certain nombre de chiffres qui sont souvent énoncés, enfin des chiffres qui sont plutôt les investissements. Donc, on avait l'habitude de vous parler du PIA 4, enfin PIA 1, 2, 3 et 4, qui est très orienté sur un volet R&D et innovation. Et puis, suite donc au plan de relance qui a été lié sanitaire, il y a maintenant un volet industrialisation qui s'appelle France 2030, qui lui est moins orienté innovation, mais beaucoup plus industrialisation et soutien aux filières. Donc là, donc ça c'est vraiment de la sémantique. Hein. Donc dans la notion de PIA 4, vous avez ce qu'on appelle l'innovation dirigée. Donc c'est une innovation qui est vraiment orientée pour des secteurs stratégiques qui ont été identifiés, pour lesquels on reviendra juste après, et pour lesquels l'État et ou la région ont mis en place des programmes pour chaque stratégie d'accélération. Donc là-dessus, vous voyez un chiffre qui est un chiffre de 12,5 milliards d'euros sur 5 ans et qui a été activé depuis janvier 2021. Le pendant de l'innovation dirigée, vous avez ce qu'on appelle l'innovation structurelle. Donc, c'est vraiment l'innovation qu'on avait historiquement. Hein, donc, vous l'avez connue au travers d'appels à projets qui étaient sous la dénomination de FUI ou de PSPC ou autres dénominations, qui est vraiment, dans ce cas de figure, un soutien à la R&D et à l'innovation non sectorielle. Donc, on n'est pas nécessairement sur les secteurs stratégiques identifiés comme sur l'innovation dirigée. Et bien entendu, c'est un financement pour un écosystème qui va de l'enseignement supérieur, de la recherche et aussi dans l'ensemble des entreprises. Donc, c'est vraiment l'origine du PIA en tant que tel et qui se prolonge sous cette dénomination d'innovation structurelle. Là, on est sur un budget de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans, de la même manière que précédemment. Ça a été lancé depuis janvier 2021. Et puis, donc, ce qui est officiel depuis fin 2021 et début 2022, c'est le programme qu'on appelle France 2030, qui lui est très focalisé sur un volet d'industrialisation. Donc, durant le plan de relance de la crise sanitaire, qui est lui-même arrêté maintenant, hein, on a parlé de souveraineté, on a parlé de relocalisation ou de localisation de secteurs d'entreprises, on va dire, prioritaires, et on a beaucoup parlé de souveraineté. Donc, on s'inscrit dans cette même logique, sous cette dénomination qui s'appelle donc maintenant France 2030, et qui, elle, est abondée de 32 milliards d'euros, et ça a été lancé en octobre 2021. Donc, l'objectif, c'est vraiment très orienté compétitivité et bien entendu technologie d'avenir, avec toutes les conditions au niveau typiquement empreinte carbone ou transformation des industries dans une optimisation de l'éco-conditionnalité. Donc, vous voyez, si on cumule l'ensemble de ces programmes, on est sur un volet de 54 milliards que l'on entend très souvent dans le cadre des aides. 54 milliards qui va
donc qui a démarré pratiquement en 2021 et qui est valable sur 5 ans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de PIA4 va potentiellement disparaître au fur et à mesure pour être tout regroupé sous le logo France 2030. Donc, il y a une phase de transmission qui se voit au travers des appels à projets avec ces logos. Parmi les stratégies d'accélération donc, qui correspondent à vraiment cette innovation dirigée, voire à France 2030, vous en avez ici. La liste n'est pas tout à fait exhaustive puisqu'elle est dynamique et elle est disponible sur le site gouvernemental que vous avez juste en bas de cette slide et qui vous permet de comprendre quelles sont les stratégies pour lesquelles il y aura justement un focus sur les aides potentielles. Donc, au niveau du pôle SCS, notre écosystème est un écosystème numérique avec quatre grosses thématiques que l'on va retrouver soit de manière directe, si on fait fi de par exemple, cybersécurité ou les technologies quantiques pour notre partie crypto post-quantique et sécurité numérique, la partie intelligence artificielle, la partie santé numérique, la partie cloud, et ainsi de suite. Donc là-dessus, vous avez des thématiques qui sont très orientées pour notre écosystème. Et puis après, de par la nature de notre écosystème au sens numérique, on va se retrouver dans pratiquement toutes ces stratégies d'accélération. Donc, que l'on parle du verdissement du numérique ou même dans la décarbonation de l'industrie avec, par exemple, une optimisation de la consommation de composants électroniques ou de systèmes. Donc, on va se retrouver de manière, on va dire, directe sur des thématiques d'accélération et puis on se retrouvera en transverse sur l'ensemble, pratiquement l'ensemble des thématiques que l'on peut évoquer. Ce qui est important quand on parle d'appel à projet, c'est que de manière générale, on ne répond pas à un appel à projet parce qu'il y a un appel à projet. La première chose, c'est votre projet, à la fois votre projet d'entreprise et votre projet d'offre. Donc, vous avez une réponse à des demandes et des attentes de marché. Votre projet s'inscrit dans un cadre d'innovation. Il est confronté à des verrous techniques, technologiques, sociétales. Là-dessus, c'est une problématique classique que l'on retrouve sur l'ensemble des projets. Donc, ce que veut dire cette slide, c'est que la première chose, c'est de bien travailler votre projet. Vous avez un projet de R&D, vous avez un projet d'industrialisation, et à partir du moment où ce projet s'inscrit dans votre stratégie d'entreprise, à ce moment-là, il est temps de regarder de quel type d'aide, de quel type d'appel à projet vous pouvez répondre pour vous aider dans le financement de ce projet. D'une viabilité financière, pas uniquement. Bien entendu, il doit faire l'objet de par le fait qu'il puisse bénéficier d'aides publiques, puisque celle-ci n'est pas automatique. Il y a une notion de sélectivité dans les appels à projets. Donc la viabilité financière signifie que votre projet a un autofinancement ou un financement avec l'equity ou de la dette, et que l'aide publique dont vous pouvez bénéficier sera un complément et va vous aider à accélérer votre projet ou va vous aider à consolider votre projet. De manière générale, l'ensemble des accélérations s'inscrivent aussi dans une logique de création de valeur. Alors, quand on parle de création de valeur, c'est la création d'emplois, ça s'inscrit dans une filière stratégique, comme si par exemple on fait référence à l'écosystème du pôle SCS, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de sécurité numérique, on va parler de cybersécurité et ainsi de suite. Donc ça s'inscrit dans des filières stratégiques, filière électronique ou microélectronique par exemple. Et bien entendu, il y a toujours une notion, puisque là, aujourd'hui, c'est un pôle de compétitivité qui vous fait la présentation de ces appels à projets. En ce qui nous concerne, il y a la notion de labellisation d'un projet, dont on va parcourir un certain nombre d'éléments juste après.
qui est en général soit un caractère qualitatif, donc un bonus qualitatif par rapport à votre projet, ou un bonus quantitatif, c'est-à-dire une intensité d'aide qui va être supérieure, et parfois un caractère obligatoire sur certains types de projets. Mais de manière générale, il n'y a pas de caractère obligatoire sur la labellisation. Un autre élément très important au niveau de votre projet, c'est de bien savoir situer votre projet. Donc, vous avez un T0 de votre projet et puis vous avez un objectif. Savoir à quel niveau sur une chaîne d'innovation, si on parle vraiment d'un projet de R&D, on se situe. Est-ce qu'on est sur des TRL de bas niveau au démarrage, donc des concepts technologiques, et puis on veut arriver à un niveau de validation d'une maquette ou d'un environnement. Donc, on va parler d'un projet qui commence à un TRL2 pour finir à un TRL5. Et puis, vous avez d'autres typologies de projets qui sont déjà sur un TRL5, donc vous avez déjà validé sous forme de maquette un environnement ou sous forme de composants, et vous voulez arriver sur un système achevé et quantifié par des démonstrations, donc un TRL8 ou un TRL9 pour passer directement en phase d'industrialisation et ou commercialisation. Donc ça, c'est très important. Je vous invite, dès l'instant où vous avez la réflexion sur votre projet, à bien situer votre projet sur une chaîne d'innovation. Un autre point important, donc tout ça, ce sont des critères qui sont, enfin des critères ou des paramètres à identifier au tout début dans la qualification de votre projet. Un autre élément important, c'est que, bien entendu, quand on veut répondre à un appel à projet national ou régional, on parle de dépenses qui doivent être effectuées en local. Donc, c'est de l'aide publique pour de la création de valeur sur le territoire français de manière générale. Donc là, ça peut être sous forme, bien sûr, de travaux directs, voire de sous-traitance, limitée à un certain pourcentage pour la plupart des appels à projets, mais qui doivent s'effectuer en local. Alors, il peut y avoir des dérogations lorsque la technologie ou la sous-traitance n'est pas disponible sur le territoire français et qu'on peut le retrouver sur le territoire européen, voire international. Mais cela demande des justifications très strictes pour justement ne pas déroger aux obligations de dépenses locales. Bien entendu, vous n'avez jamais, sur les appels à projets nationaux ou régionaux, une subvention ou une avance remboursable, enfin une aide publique de manière générale, qui couvre la totalité de votre projet. Dans le meilleur des cas, on parle de 50%, parfois 60% sur certaines typologies d'activités. Et donc, il est important que vous soyez d'être en mesure, de votre part, de montrer comment vous allez financer la deuxième partie. Donc, si on est sur une base de 50% de subvention, comment vous allez financer les 50% qui restent. Pour ce faire, il existe des critères qui sont des critères français, mais européens de manière générale, qui sont qu'on n'a pas plus de 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Donc, si vos fonds propres sont de l'ordre de 200 K euros, l'aide à laquelle vous pouvez prétendre ne pourra pas dépasser 200 K euros. Et puis, un deuxième critère qui est non négligeable, qui est aussi ne pas avoir des pertes qui ont dépassé la moitié des capitaux propres. Donc ça, c'est une caractéristique européenne maintenant, qui est donc la notion d'entreprise en difficulté. Alors ceci ne s'applique pas sur certaines typologies d'appels à projets qui sont orientés pour des startups ou des TPE qui ont démarré une activité et pour lesquelles, bien entendu, potentiellement, on n'a pas de chiffre d'affaires les premières années. Donc, il y a des appels à projets qui sont dédiés justement pour ces entreprises. Donc, ce sont des points importants que l'on vérifie et que l'on travaille avec vous dès l'instant où vous allez nous solliciter pour préparer un dossier répondant à un appel à projet. Donc, sur les appels à projets, vous avez différentes typologies, comme je vous l'ai montré sur une des premières slides. Donc, il faut savoir que vous avez des budgets qui vont de l'ordre de 75, enfin, qui
peuvent être de 150 000 euros plutôt, jusqu'à plus de 10 millions d'euros. Donc là-dessus, il faut bien calibrer votre projet par rapport au bon appel à projet. Il est inutile de répondre à un appel à projet dont ce qu'on appelle l'assiette globale d'un projet attendu est au minima à 1 million d'euros si vous avez un projet qui correspond à 200 ou 500 000 euros. Donc là-dessus, c'est une vision qui vous montre sur un des axes l'intensité des budgets de vos projets et l'autre axe, c'est à quel niveau vous vous situez. Donc, bien entendu, les appels à projets sont à la fois sur l'intensité des projets, donc ce qu'on appelle les assiettes projets, l'enveloppe globale de votre projet, et puis ensuite sur quel intervalle de chaîne d'innovation vous allez vous trouver. Si vous êtes sur des TRL de très bas niveau, vous voyez, on est plutôt sur l'Agence nationale de la recherche ou des projets type rapide, projets d'innovation, mais on n'est pas sur des projets potentiellement de type France 2030 tel qu'on l'a évoqué précédemment. Et puis un deuxième aspect qui est important, c'est la temporalité. Les appels à projets sont parfois ouverts toute l'année et parfois ouverts par période. Donc ici, vous avez une planche qui vous permet de voir comment se situe l'appel à projet dans le temps. Alors là, on prend toujours les 6 prochains mois et puis on essaye de voir comment votre projet peut se planifier par rapport à cette temporalité. Donc, il y a certains projets qui sont avec des dépôts au fil de l'eau, ce qui est très flexible puisqu'en fait, on dépose un dossier et puis les dossiers en général sont instruits tous les mois ou par période. Donc, et puis après, vous avez des appels à projets, vous avez des périodes qui sont ouvertes, on va en parler puisqu'il y en a qui viennent de s'ouvrir, juste après, on en parlera. Et là, vous avez soit des relèves systématiques par période, à l'issue de la période, soit pendant la période. Donc voilà, donc là, on n'a pas une liste exhaustive, bien entendu, des appels à projets. Ce sont les plus significatifs, soit dans l'innovation structurelle, soit dans l'innovation dirigée, soit dans le cadre de France 2030. Bien entendu, il y en a d'autres et vous avez toute la liste plus ou moins exhaustive sur notre site web ou bien sûr sur sollicitation directe dès l'instant où vous avez des questions et vous n'arrivez pas nécessairement à bien vous situer et auquel cas donc notre équipe se met à votre disposition pour justement lister l'ensemble des critères de sélection et puis lister en fonction des thématiques tous les appels à projets auxquels vous pouvez participer, que ce soit en monopartenaire ou que ce soit de type collaboratif. Donc là, ce qui nous semblait important, c'est que nous avons une activité sur l'innovation structurelle qui donc s'est réactivée, on va dire début juillet. Il y a certains cahiers des charges qui ne sont pas tout à fait disponibles, mais ce n'est pas très important. On est capable avec vous déjà de planifier et d'identifier vos projets pour justement les insérer dans un processus de labellisation et bien entendu de respecter le timing de dépôt de ce dossier sur le guichet de l'appel à projet. Il y a un autre aspect qui vous voyez juste en bas, qui sont aussi tout l'ensemble des aides BPI France que vous pouvez solliciter tout au long de l'année, qui ne sont pas en référence aux appels à projets, mais qui font partie aussi des aides publiques dont vous pouvez les bénéficier la plupart du temps de manière sur des petites enveloppes, voire très petites enveloppes de la subvention, et puis après sur d'autres enveloppes, des prêts de manière générale. Et donc là, on n'est pas sur la notion de subvention ou d'avance remboursable, mais sur une notion de prêt avec, bien entendu, toute une série de taux préférentiels par rapport à vos activités. Vous voyez, donc cette planche, elle est à intégrer de manière générale ou à être analysée par votre équipe afin de savoir si votre projet, par exemple, si vous voulez concourir au prochain concours Innov, par exemple la vague 10 qui vient juste de sortir et la vague 9 étant clôturée, bon, ben, il vient de sortir et vous avez une période jusqu'à la fin septembre pour déposer le projet.
Donc, parmi les appels à projets les plus significatifs, donc, je vais en parcourir un certain nombre, pas nécessairement tous, mais juste pour vous donner une idée des caractéristiques de ces appels à projets. Donc là, par exemple, on est sur un appel à projet qui s'appelle IDEMO, qui était connu précédemment sous la dénomination de FUI, ensuite PSPC, et qui maintenant tous est uniformisé sous la forme de I quelque chose. Et là, dans ce cas de figure, ça s'appelle le IDEMO. Donc là, on est sur des projets qui sont pour des projets avec des intensités assez fortes, puisqu'on parle de budget de projet global de plus de 4 millions d'euros. Par contre, il y a une particularité par rapport à ce qu'il y avait précédemment sur le PSPC, c'est que jusqu'à présent, les projets étaient collaboratifs uniquement. Là, ils peuvent être monopartenaires. Donc là, vous pouvez avoir soit porté directement par votre entreprise, soit toujours sous une forme de consortium avec à minima une start-up, une PME et une ET, et un maximum de 6 partenaires. Et là, on parle de projet, donc d'assiette projet, donc c'est le coût global du projet, hein, supérieur à 4 millions d'euros. Et le mode de financement est un mode de financement mixte qui est sous forme de subvention et d'avance récupérable. Et dans ce cas de figure, on est sur soit des projets de 75% de subvention, dont on est vraiment majoritairement sur de la recherche industrielle, ou de 60% de subvention quand on est sur un développement expérimental. Et puis après, ça va aussi dépendre de la typologie de votre entreprise. Si vous êtes une petite entreprise, la recherche industrielle peut être jusqu'à 70%, voire 80%, en fonction bien entendu, de la typologie des activités de votre projet. Une caractéristique que l'on va retrouver de manière générale sur tout l'ensemble des appels à projets, qui fait référence, je dirais, à des priorités et des obligations, c'est qu'il ne faut pas être sur des projets pouvant apporter un préjudice d'un point de vue environnemental. Donc là-dessus, il y a une très forte connotation donc environnementale dans l'ensemble des projets. Donc c'est un élément qui est non négligeable pour certaines typologies de projets. Donc ce type de projets qui sont collaboratifs, bien entendu, ça se prépare assez en amont. Hein. Ce n'est pas uniquement au moment où l'appel à projet sort qu'il faut justement se pencher sur la question. Ça se prépare en amont, surtout dès l'instant où on parle de consortium. Et bien entendu, on n'est pas limité à un consortium régional, hein, c'est vraiment un consortium national. Donc ça veut dire qu'on peut avoir dans notre écosystème région Sud PACA, mais bien entendu, on peut aussi travailler avec une société qui est aussi dans le Grand Est, un laboratoire qui est en Île-de-France ou une TPE qui se trouve dans une autre région française. Vous avez aussi la même chose qui s'appelle IDEMO Europe. Alors, c'est un appel à projet un peu spécifique. Il se fait en parallèle avec le dépôt de votre projet sur un guichet européen qui sont sur des thématiques qu'on appelle Euro-HPC, donc c'est le calcul à haute performance, ou KDT, qui Digital Technology. Donc là-dessus, vous avez sur les appels à projets européens la possibilité d'avoir un financement à 50%, et puis le complément de ce financement peut être aussi fait au travers de ce IDEMO. Donc soit vous restez uniquement sur un financement, donc il faut d'abord être sélectionné, bien entendu, sur l'appel à projet européen. Une fois que vous êtes sélectionné, vous êtes sûr d'avoir sécurisé 50% du financement. Et vous pouvez en parallèle avoir aussi déposé sur ce guichet qui s'appelle IDEMO Europe et qui va vous apporter un complément de 35%, voire 75% en fonction de la typologie de votre projet. Et bien entendu, il faut être quand même sur des thématiques telles que l'Euro-HPC ou le KDT. Donc c'est un peu spécifique, c'est vraiment un petit peu sur mesure. Là-dessus, je vous invite vraiment à revenir directement vers nous pour voir comment s'effectue le montage. C'est assez conséquent quand même sur la partie européenne. Et puis, il faut mener de front
2 appels à projets, un européen et un national. Donc un appel à projet qui est sorti, on n'a pas encore le cahier des charges, mais on préfère vous informer puisque donc il est officiellement actif et puis on attend le cahier des charges. Donc là, on a repris le cahier des charges des années précédentes, sachant qu'on devrait être plus ou moins dans cette épure avec quelques petites particularités que l'on vous communiquera très rapidement. Donc celui-ci, il est très utilisé au niveau des consortiums, soit intra-régionaux, ça veut dire que là, on a des partenaires qui sont toutes de la même région, donc de la région Sud-PACA, ou projets interrégionaux avec 5 partenaires maximum. Donc là-dessus, un élément assez important et dimensionnant, c'est qu'on a quand même maintenant des relèves pratiquement 2 par an. Jusqu'à présent, on en avait une par an. Là, on en a 2 par an. Une qui s'effectue donc au mois d'octobre, une autre au mois d'avril, la prochaine au mois d'octobre et avril. Donc, ce sont des projets qui sont pour des durées de 2 à 4 ans et sur des assiettes projets qui sont maintenant de 1 million d'euros à 4 millions d'euros quand on est sur des projets interrégions et puis de 500 K euros à 4 millions d'euros quand on est sur des projets intra-régions. Donc, très intéressant. Ce sont des appels à projets que l'on connaissait sous forme de FUI région ou PSPC région. Et je dirais que chaque année, au niveau du pôle, on en a un certain nombre. Donc là-dessus, c'est réactivé. Il y en a déjà un certain nombre qui sont identifiés et en phase de qualification au sein du pôle. Et n'hésitez pas à revenir vers nous, même si vous avez un projet qui n'est pas complet en termes de partenaires. Et là-dessus, on est capable aussi de vous mettre en relation avec un certain nombre de sociétés ou d'académiques qui ont suscité l'intérêt pour être intégrés dans des projets collaboratifs. Donc, au niveau région, il y a aussi un appel à projet qui maintenant qui était connu sous un autre nom, mais qui maintenant s'appelle Accompagnement et transformation des filières en PACA. Donc là, on parle beaucoup moins d'appel à projet de type R&D, mais plutôt d'appel à projet industriel. Le projet, c'est la création d'unités industrielles partagées, par exemple, donc une plateforme industrielle que vous souhaitez partager avec plusieurs entités, plusieurs sociétés, une vraie notion de mutualisation. Ça peut être aussi la mise en commun de compétences techniques. Donc, on n'est pas uniquement en train de parler d'unités tangibles ou de machines ou de process. On peut aussi parler de compétences techniques, donc de l'humain, qui peut être mis en commun au sein de plusieurs entreprises. On parle aussi de plateformes technologiques mutualisées, de démonstrateurs ou de plateformes d'accélération de l'industrie du futur. La durée des projets, c'est à peu près de 1 à 4 ans. C'est ouvert jusqu'en 2006 et il y a 3 relèves par an. Donc, ce qui est très intéressant, hein, puisqu'en fait, ça permet justement, sur une année, d'avoir la possibilité de déposer son projet. S'il n'est pas mature en septembre, il est peut-être beaucoup plus mature en janvier et ainsi de suite. Donc là, on est sur un financement avec un taux d'aide qui ne peut pas dépasser 50% et un minimum de 30% d'autofinancement qui est nécessaire de votre part. Et on parle de subventions et d'avances récupérables. Alors là-dessus, on n'a pas les ratios. Les ratios sont en général instruits en amont dès l'instant où on a la nature des activités qui sont proposées. On n'aura pas la même intensité si on parle de création d'unités industrielles partagées ou si on parle de compétences techniques. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que le démarrage de budget du projet a été rabaissé par rapport aux années précédentes et on peut déjà démarrer sur des projets de 400 K euros. Donc là-dessus, très très intéressant. Ça a été parfois un peu compliqué les années précédentes pour monter des projets sur cet appel à projet. Aujourd'hui, il nous semble très très attractif et surtout de par la nature de certains projets que l'on a vus dans le cadre du plan de relance
qui potentiellement n'avaient pas pu aboutir faute de temps ou parce que les appels à projets ont été clôturés. Et par rapport à cet appel à projet, on peut réactiver, bien entendu, quelque chose qui est potentiellement resté en gestation ou qui n'a pas pris forme dès l'instant où il était plus ou moins dépendant d'aide publique. Donc ça, c'est un appel à projet que vous avez connu sur PIA 4 régionalisé ou PRI régionalisé. Donc on va parler maintenant de projet d'innovation en PACA. C'est un appel à projet qui est une forte majorité de nos labellisations au sein du pôle, tout simplement parce qu'il répond très bien à la typologie de notre écosystème et puis à la nature des projets. Il y a deux volets. Il y a un volet faisabilité, qui est un volet pour des projets avec 18 mois maximum de projets, qui sont pour des TRL relativement bas, de 2 à 5, et on parle de faisabilité avec des risques techniques. Et on a des budgets projets qui peuvent être de petite taille, de 150 000 € jusqu'à 400 000 €. Donc, et une subvention qui va jusqu'à une hauteur de 200 000 € maximum pour des projets de 400 000 € par exemple. Donc, très utilisé par notre écosystème et les petites startups ou TPE de notre membre du pôle SCS. Et puis après, vous avez une autre phase qui est la phase de développement et de pré-industrialisation. Parfois, on a des projets qui ont démarré en faisabilité, qui ont abouti et qui ensuite basculent sur des projets en développement et pré-industrialisation. Et là, on est plutôt sur de l'avance remboursable jusqu'à 500 000 € max. Ça veut dire que votre assiette projet peut être de l'ordre de 1 million d'euros. Voilà. Donc ça, c'est un élément, je dirais, clé des appels à projets que l'on labellise au sein du pôle. On a des taux de succès, ce qui s'appelle taux de succès, c'est le nombre de projets qu'on a déposés et le nombre de projets qui ont été sélectionnés, qui sont de l'ordre de 40 à 45%. On n'a pas encore tout à fait toutes les décisions de 2021 attendues, mais on est au moins au niveau de 40% et 60% au niveau des projets en développement et pré-industrialisation. Donc un autre appel à projet qui est assez bien connu, qui est le concours Innov. Vous voyez, on est sur la vague 10. Donc la vague 9, les lauréats n'ont pas encore été, on va dire, annoncés. On en a un certain nombre au niveau du pôle, puisqu'on avait déposé 10 dossiers sur la vague 9. Donc on en a 5 qui ont passé ce qu'on appelle l'oral, donc il y a plusieurs éléments, et on attend les résultats pour cette concours Innov. Donc ça, c'est chaque année. Donc ça a été réouvert, même si la vague 9 n'a pas été annoncée. Les concours Innov sont ouverts et on parle de projets qui ont des budgets de 1 million d'euros à 5 millions d'euros. Et là, on parle vraiment de projets de type R&D à fort potentiel. Si vous êtes sur des projets d'industrialisation, parfois c'est un peu difficile de se positionner sur cette typologie d'appel à projet. Vous avez aussi des appels à projets qui sont gérés par l'agence Innovation Défense, donc qui dépend de la DGA, qui sont des projets à dualité, c'est-à-dire que vous avez un fort débouché sur le plan défense ou militaire, et vous avez la possibilité aussi de décliner votre projet sur un aspect purement commercial privé. Donc là-dessus, c'est la DGA qui gère ces appels à projets. Ce sont des projets qui peuvent être sur des TRL de tout niveau, et ça se dépose au fil de l'eau, bien entendu. Et on peut être sur des projets qui vont de 0,5 million d'euros à 4 millions d'euros. Ce qui est important de retenir sur ces appels à projets, c'est que c'est la notion de technologie duale, c'est-à-dire que vous avez une technologie, je ne sais pas, typiquement l'intelligence artificielle, qui peut être très fortement applicative dans le monde de la défense et du militaire, et qui est tout autant applicative
dans le monde privé de manière générale. Très intéressant, c'est qu'on parle de subventions dans ce cas de figure. Bon, ça reste assez sélectif quand même, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de projets qui sont déposés, donc il y a une forte compétition et parfois sur des projets en concurrence, mais ce sont des projets extrêmement intéressants et qui sont très bien accompagnés la plupart du temps puisqu'ils ont les deux débouchés que je vous ai montrés précédemment. Après, sur les appels à projets, sur l'innovation dirigée, hein, vous vous souvenez des stratégies, vous en avez qui ont été activées sur les 6 premiers mois de l'année et qui vont être réactivées principalement à partir du mois de septembre. Mais il y en a toujours un qui est actif. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a déjà eu un certain nombre de relèves. Ce qui est important, c'est que la dernière relève sur cet appel à projet, qui est sur l'intelligence artificielle sur des systèmes embarqués, donc la dernière clôture s'effectue au mois d'octobre. Et bien entendu, on parle de volet démonstration, maturation, avec des TRL qui sont quand même assez hauts pour la démonstration, hein, donc cible de 6 à 8. Donc on n'est pas sur des TRL de bas niveau dans ce cas de figure. Je vais accélérer sur un dernier appel à projet que l'on appelle Première usine, qui lui s'inscrit principalement sur le cadre France 2030 et dans son volet industrialisation. Et donc là, c'est pour inciter à localiser, voire relocaliser ou créer votre première production industrielle. Et on parle de budget de projet qui peut être quand même supérieur à 5 millions d'euros, avec un financement mixte de 60% de subventions et 40% d'avance récupérable. Vous voyez, j'en ai parlé, il y a un petit peu la même notion sur un appel à projet régional qui commençait à 400K euros et qui était limité à 5 millions d'euros. Et puis là, vous avez la notion de première usine sur une dimension nationale, enfin, au sens financement, qui sont pour des projets supérieurs à 5 millions d'euros. Voilà, et je ne vais pas aller plus loin sur les appels à projets pour laisser un peu de temps à la partie Europe. Bien entendu, vous avez aussi toutes les aides BPI qui sont sous forme en général de prêts, donc prêts à l'innovation, prêts d'amorçage ou sur des prêts croissance si on est sur le financement et ainsi de suite. Donc là-dessus, il y a tout un portfolio qui est disponible au niveau de la BPI pour lequel le pôle SCS peut aussi vous accompagner sans nécessairement de labellisation dans ce cas de figure, mais qui vous accompagne pour monter votre dossier avec la BPI si vous en avez besoin ou si vous avez directement le montage avec la BPI qui est prêt, vous pouvez aussi le faire. Voilà, donc tout ça pour vous donner aussi la notion d'accompagnement. Là j'irai assez vite puisque c'est quelque chose que l'on répète systématiquement à chaque présentation. Et tout le processus est disponible au sein de notre site web. Ce qui est important au sein de l'accompagnement du pôle SCS, que ce soit des projets régionaux, nationaux ou européens, c'est bien entendu être capable de cibler le bon dispositif et le cadre de financement. Si vous avez besoin, bien entendu, d'être sur un projet collaboratif, identifier des partenaires si vous les avez, ou solliciter l'écosystème SCS national et régional, puisqu'en fait, on a aussi tout un réseau national pour compléter votre consortium si vous avez besoin. Bien entendu, tout notre process s'effectue sur une notion d'accompagnement avec l'ensemble de nos experts qui sont là pour vous donner tout le support pour maximiser votre sélectivité par rapport à l'appel à projet. Bien entendu, pour ça, éviter des erreurs éliminatoires. Donc là, c'est principalement l'aspect technique du projet, comment le monter, son plan de financement, mais aussi les critères qui peuvent être éliminatoires que l'on a énoncés, les fonds propres principalement, ou les pertes que vous avez enregistrées. Tout ça se fait sur un processus où on fait la vérification de l'éligibilité et ensuite on passe sur un processus de revue avec une revue qui se conclut sur une commission projet, donc la plupart du temps avec notre commission qui est composée d'experts venant de notre écosystème, de grands groupes, de TPE ou du monde académique.
Et puis là, on a une commission qui vous labellise ou pas. La labellisation peut s'effectuer par itération. On peut émettre un avis de labellisation conditionné à une deuxième revue par rapport à des éléments qui nous ont semblé faibles par rapport à l'appel à projet. Et puis après, bien entendu, quand la commission projet s'est prononcée de manière favorable à la labellisation, on a une dernière étape qui est la labellisation validation par notre C. Voilà, bon, c'est un accompagnement en général qui se déroule sur une temporalité de 1 à 2 mois, en parallèle, bien entendu, de la construction de votre dossier qui va être déposé sur l'appel à projet que vous avez sélectionné. Tout ça, c'est quelques chiffres. Donc, notre commission projet est composée d'experts, donc c'est assez dynamique, mais c'est aussi très stable. Donc, ce sont des experts qui viennent de notre écosystème, soit de TPE, soit de PME, soit de grands groupes, soit du monde académique. La plupart du temps, ce sont des experts qui sont assez bien connus dans l'écosystème. Et puis là, vous avez quelques chiffres sur justement cette labellisation qui existe depuis la création des pôles, hein, donc depuis 2005. Et ça, c'est notre dernière mise à jour à l'issue donc des résultats que l'on a eu fin 2021. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est pourquoi la labellisation. Ce qu'il faut savoir, c'est le taux de succès. Typiquement, là, c'est des exemples, hein, mais sur les concours Innov, vous avez un taux de succès d'à peu près de 47% si votre projet est labellisé et de 27% si votre projet n'est pas labellisé. Donc la labellisation n'a plus de caractère obligatoire comme ça pouvait l'être dans le temps passé, tout simplement pour que ce ne soit pas discriminant, mais ça apporte à la fois un gage de sérieux par rapport à votre projet et puis un taux de succès bien supérieur à ce que vous pouvez avoir si vous ne le faites pas labelliser. Alors, quand je dis labellisation, ce n'est pas nécessairement une labellisation par le pôle CS. Hein. Vous pouvez avoir des labellisations par d'autres pôles de compétitivité, voire des co-labellisations sur certains types de projets que l'on fait systématiquement. Nous, typiquement dans le cadre de projets de type e-santé, on peut avoir une labellisation par le pôle Eurobiomed et une labellisation par le pôle CS pour toute la partie qui fait référence à l'aspect numérique qui nous inclut. Voilà, donc j'ai été un petit peu plus long que prévu, mais ce qui est important, c'est que vous avez notre département innovation à votre disposition, et en l'occurrence Nadira, à la fois pour les appels à projets au sens régional, national et européen. Et puis, je vais passer maintenant la main, et on prendra les questions-réponses peut-être au fil de l'eau à la fin pour rattraper le temps perdu, à Clémence Castel de notre équipe Europe, qui va vous faire aussi une synthèse des éléments significatifs et d'actualité sur les projets européens. Merci Gérard. Alors voilà, je peux te prendre la main pour le partage des slides. Bonjour à tous. On t'entend bien, Clémence. Parfait. Je te passe la main, Clémence, ça devrait être bon. Parfait. Donc là, normalement, vous voyez la bonne slide. C'est tout bon. Très bien. Alors, bonjour à tous. Pour ce qui est des projets européens, par gros manque de temps, je ne vais pas voilà, je vais passer tous ces sujets en revue, mais je ne vais pas m'attarder sur les sujets qui ont déjà été présentés à la session précédente par ma collègue Marielle. Mais n'ayez pas, enfin, ne vous inquiétez pas, on a laissé toutes les slides avec les informations pour que vous ayez tout, voilà, tout ce qui est sur les appels qui sont en cours actuellement. Et on vous donnera aussi un lien vers le replay de la session précédente pour que vous ayez tous les détails également. Donc, je vais m'attarder plutôt sur les sujets qui n'avaient pas été abordés avant. Donc, on va aborder, voilà, on va balayer le cascade funding, les appels qui sont actuellement en cours, les appels du programme Horizon Europe, d'autres appels, d'autres programmes européens également, l'opportunité de mission internationale du dispositif Cluster Exchange, et on finira par l'accompagnement de SCS.
Le cascade funding. Donc, comme dit, je ne vais pas tout répéter. Il s'agit d'un système de financement européen qui est plus adapté aux petites structures pour des plus petits projets que sur des calls Horizon Europe en financement direct, avec un système aussi de candidature simplifié. Donc, si vous vous concentrez sur le petit schéma qui est sur la droite, en fait, au lieu que les entreprises ne candidatent directement à un appel Horizon Europe, c'est un consortium d'entreprises, c'est un consortium, pardon, d'organismes de soutien aux entreprises, qui sont souvent des clusters ou des pôles de compétitivité, comme nous, qui sont bénéficiaires d'un projet Horizon Europe. Et l'objectif de ce projet va être de financer des projets d'innovation sur des thématiques bien spécifiques par le biais de plus petits appels à projets. C'est-à-dire qu'elles vont mettre en œuvre des sous-appels à projets pour redistribuer le financement fourni par la Commission européenne. Alors, le schéma des open calls et des appels à candidature sont souvent similaires, mais comme il appartient à chaque consortium de projets d'en élaborer toutes les conditions, celles-ci sont très variables d'un appel à l'autre pour ce qui est de l'éligibilité, la durée de l'appel à projet, le processus de sélection, le mode de partenariat, le fonctionnement les montants du financement, c'est-à-dire, donc on vous conseille de bien lire les conditions qui sont le plus souvent détaillées dans un document qui se nomme les Guidelines for Applicants et que vous trouverez sur chaque site web des open calls. Donc ce que nous faisons, nous identifions le lancement d'appels en cascade funding avec un potentiel intérêt pour notre écosystème, donc sur nos technologies et marchés stratégiques. Et nous vous proposons une relecture également de vos dossiers de candidature si vous êtes intéressé de candidater et si, je précise, si envoyé au maximum 15 jours avant la deadline du call. Alors, pour les appels qui sont en ce moment ouverts en cascade funding, donc on a ouais, je ne sais pas si j'ai assez le temps de tout présenter parce qu'il y a encore d'autres appels après. Vous avez des appels sur Next Generation Internet, des appels qui sont comme Interconnect plus sur des marchés spécifiques comme le Smart Home, le Smart Grid. Vous avez des appels qui sont spécifiques sur une technologie, par exemple Bonzap et Stairway qui lancent des appels à experts en IA pour accompagner des PME qui sont low-tech, donc qui auraient des besoins d'intégration d'intelligence artificielle. Vous avez enfin pas toutes les infos, mais les infos principales et les dates des deadlines d'appel à candidature sur ces tableaux, ainsi que les liens vers les pages pour avoir tous les détails des appels sur les sites web des appels à projets. Donc, si vous êtes intéressé. Ici, vous avez aussi des appels encore sur Next Generation Internet et ciblés sur, comme AI-Regio, l'intelligence artificielle. Je ne vais pas tout détailler, hein, je suis désolée, j'ai pas énormément de temps. Je vous laisserai regarder toutes ces slides pour prendre connaissance des différentes thématiques et critères d'éligibilité. Et voilà, juste que pour vous sachiez, il y a actuellement un bon nombre d'appels ouverts sur la période de l'été qui se clôture au cours du mois d'août et du mois de septembre. Pour ce qui est d'Horizon Europe, donc pour balayer le sujet rapidement, il s'agit du 9e programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, donc sur la période 2021-2027, qui a un budget total de 95,5 milliards d'euros. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est structuré en 3 piliers. Vous avez le premier pilier qui s'occupe principalement qui est ciblé principalement sur la recherche. Le pilier 2 qui est divisé en thématiques stratégiques, surtout sur des problématiques
mondiale et sur la stratégie de compétitivité de l'Europe. Et le troisième pilier qui propose des dispositifs d'accompagnement de l'innovation comme l'EIC, le Conseil européen de l'innovation par exemple. Donc ce qui va vous intéresser plus particulièrement, ce sont les piliers 2 et 3. Il y a des work programmes dans chaque thématique du pilier 2 dans lesquels vous allez retrouver des appels à projets. On appelle ces thématiques des clusters qui n'ont rien à voir avec des organisations comme les pôles de compétitivité. C'est vraiment des agglomérations de thématiques. Et vous allez retrouver dans chacune de ces thématiques des appels qui peuvent vous intéresser, surtout dans les clusters 3 et 4, qui sont ciblés sur la sécurité civile pour la société et les thématiques numériques, industrie, espace. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi trouver des appels qui peuvent vous intéresser, comme il s'agit de technologies transversales. Il peut y avoir des appels sur la digitalisation des thématiques qui sont dans les autres clusters de thématiques. Donc, je ne vais pas répéter tout ça. On vous a laissé, comme je l'ai dit, les slides pour que vous ayez les informations. Donc là, vous avez du détail sur les différents instruments et les différents taux de financement. Vous avez des informations sur le processus de candidature et la structure des différents appels à projets. Ici, vous avez la liste des appels que nous avons identifiés qui font partie du cluster 3. Donc, tous ceux qui sont orientés sur la cybersécurité avec une date de clôture le 16 novembre. Et on vous a mis également les liens vers les replays des webinaires qui sont organisés par les points de contact nationaux sur chacune des thématiques du pilier numéro 2. Et ici, vous avez également les appels que nous avons identifiés sur la thématique des technologies du numérique qui sont émergentes pour la compétitivité et l'adaptation au pacte vert. Donc plutôt tout ce qui est innovation en intelligence artificielle et robotique. 3 calls qui se clôturent également le 16 novembre 2022. Et encore 2 calls clôturés au 16 novembre qui sont plutôt centrés sur l'intelligence artificielle développée de manière éthique. Voilà, donc vous avez aussi les liens vers les autres work programmes des autres thématiques qui sont plus horizontales, comme je le disais. Et certains calls identifiés sont ouverts sur la thématique du climat, de l'énergie et de la mobilité. Et pour une clôture, cette fois-ci, le 6 septembre. Vous avez également le replay ici vers ces calls-là du cluster 5 qui est disponible en cliquant sur le lien sur cette slide ici. Alors, concernant le Conseil européen de l'innovation, donc il s'agit d'un organe européen qui fait partie du pilier 3 d'Horizon Europe. Il vise à accompagner l'émergence et la mise sur le marché d'innovations de rupture à fort impact sociétal et environnemental. Il a pour but d'améliorer la capacité d'innovation technologique européenne et encore la compétitivité de l'Europe face à une forte concurrence mondiale. Donc, il y a 3 appels à projets distincts, le Pathfinder, Transition et Accélérateur, suivant le niveau de TRL. Gérard vous a expliqué tout à l'heure les définitions des TRL. Vous avez une slide qui vous explique, qui vous aide à vous positionner au début de la présentation. Ici, vous avez les détails de l'appel Pathfinder. Je vais passer très rapidement. Il s'agit d'un projet collaboratif
On appelle à projet collaboratif. Il faut qu'il y ait 3 entités minimum de 3 pays différents. Les appels en open sont des TRL 1 à 3. Ils sont clos pour cette année et les appels en challenge TRL 2 à 4 et pour une clôture le 19 octobre. Pour ce qui est de l'EIC Accelerator, là, il s'agit de projets monopartenaires. La deadline de dépôt pour les appels Open et Challenge sont au 5 octobre. Cependant, il faut savoir qu'il est déjà un peu trop tard pour candidater parce qu'il y a une étape de pré-filtre avant le dépôt du dossier complet, donc qui est là le 5 octobre, c'est vraiment pour les dossiers complets. Et ce pré-filtre peut prendre jusqu'à 4 semaines. Cependant, vous pouvez être intéressé quand même de passer par cette étape de pré-filtre en anticipation de l'ouverture d'un prochain call parce que voilà, cette étape sera déjà passée. Ça peut vous permettre de gagner du temps. Et vous avez également, je le répète, le replay du webinaire qui vous donnera tous les détails sur l'IAIC accélérateur du PCN ici sur la slide. L'IAIC lance aussi des appels sous forme de prix. Donc ici, ce sont les femmes entrepreneurs qui sont ciblées. Il y a 2 catégories de prix. Vous avez le prix Women Innovator. Donc c'est 3 prix de 100 000 € chacun pour les mieux classés. Et il y a 3 autres prix pour les innovatrices de moins de 35 ans. Donc 3 prix de 50 000 € chacun. C'est un appel qui se clôt le 18 août. Donc il est encore possible de candidater. Et encore ciblé pour les femmes entrepreneurs, c'est un nouvel appel qui vient d'être relancé cette année. C'est un appel de l'EIE, European Innovation Ecosystem, aussi sous le pilier 3 d'Horizon Europe. L'EIE ont lancé un appel qui cible les femmes entrepreneurs. L'objectif, c'est de soutenir l'innovation deep tech, donc encore les innovations de rupture, et promouvoir le leadership féminin dans le secteur de la deep tech pour créer des écosystèmes d'innovation plus justes, plus inclusives et plus prospères en Europe. Donc le périmètre, c'est-à-dire que cet appel cible les startups hautement innovantes, fondées ou cofondées par des femmes qui occupent un poste de direction, c'est-à-dire PDG, CTO ou équivalent, dans l'entreprise au moment de la soumission. L'entreprise doit être enregistrée et établie dans un État membre de l'Union européenne ou un pays associé à Horizon Europe depuis au moins 6 mois au moment de la soumission. Tous les domaines de la deep tech sont éligibles, il n'y a pas une technologie en particulier, il faut vraiment que ce soit une technologie de rupture. Et l'accent est mis, c'est quelque chose d'important, sur l'équilibre global entre les genres et la position occupée par les femmes dans la start-up. Les lauréates de ce call bénéficient d'un soutien via une subvention individuelle de 75 000 €, soutenant des activités telles que l'évaluation et l'affinement des produits, services, la conception, l'expérience utilisateur, l'amélioration du modèle d'entreprise, la mise à jour du plan d'entreprise et la mise à jour de la stratégie de croissance, les recherches de partenaires et des investisseurs, la validation du marché, etc. Donc, c'est plutôt varié. Les services, on peut également, donc il n'y a pas que du financement, les lauréats de ce call reçoivent également des services de mentorat et d'accompagnement qui s'inscrivent dans les services d'accélération de l'EIC dans le cadre du programme Women Leadership Program. Donc il y aura des événements de mise en réseau, des événements de B2B avec des opportunités de pitch notamment. Et également, il y aura la possibilité de participer à des activités dédiées organisées par InvestEU et Enterprise Europe Network.
Il faut savoir également qu'à la fin du projet financé, il y aura un court rapport final à soumettre et à la fin, après avoir suivi le Women Leadership Program. C'est dans des obligations à faire. Voilà, donc une des avantages également, c'est que les bénéficiaires du call feront partie d'une communauté de pairs. Donc ça permet d'élargir son réseau, de présenter l'entreprise à des événements comme on l'a expliqué, donc des événements dédiés, des événements d'avoir accès à l'IIC, même si on n'est pas financé par l'IIC, afin de donner de la visibilité à leur travail, à l'entreprise et d'attirer d'autres financements. Sur les critères, il y a des critères d'excellence. La start-up doit être fondée ou cofondée par une femme qui détient encore un poste de direction ou équivalent. Il y a une appréciation des parts et du rôle de la candidate, assurément. Il y a une dimension, comme j'ai dit, deep tech, et le caractère innovant de la solution est évalué. La perspective de développement et le potentiel de croissance de l'entreprise est un fort critère également. Il y a également des critères d'impact, l'impact de la solution Deep Tech, la compréhension et la connaissance du marché sur lequel l'entreprise se positionne et le potentiel de la croissance de l'entreprise. Et également la pertinence de la subvention pour la start-up. Est-ce que c'est le bon moment de se faire financer? Est-ce qu'elle a réellement besoin de cet investissement? Le troisième critère porte sur la qualité et l'efficacité. Donc la candidate, son rôle dans l'entreprise, son équipe, les compétences et comme on l'a dit aussi, l'égalité des genres dans l'entreprise. Voilà, donc l'appel se clôture le 4 octobre et vous avez également un webinaire avec de plus en plus d'informations qui est disponible sur cette slide. Ensuite, donc là on quitte Horizon Europe, on montre sur le programme Eureka et les appels Eurostar. Donc les programmes Eurostar sont des programmes de soutien aux PME innovantes qui sont impliquées dans des projets collaboratifs européens et ciblent prioritairement des entreprises qui réalisent de forts investissements en R&D. Donc on ne finance pas uniquement des PME, mais il faut qu'il y ait au moins une PME dans ce projet collaboratif et il faut que le projet soit porté par une PME. Donc le leader du projet doit être une PME. Chaque partenaire des projets lauréats est financé en France par BPI France. Donc la signature du contrat d'aide est subordonnée à la production d'un accord de consortium qui doit être validé par BPI France. Les critères d'éligibilité sont que, comme j'ai dit, le leader du projet doit être une PME. Le consortium doit être composé d'au moins 2 partenaires qui sont implantés dans 2 pays membres d'Eurostar. Concernant la thématique, elle s'applique à tout domaine technologique. Et il n'y a pas de marché spécifique non plus. Par contre, il faut qu'il y ait une forte application au marché. Donc, les produits, procédés, services doivent entrer en commercialisation 2 ans après la fin du projet. Et on finance des projets de 3 ans maximum. Alors pour le financement, comme je l'ai dit, chaque lauréat, chaque partenaire des projets est financé au niveau national. C'est pour ça que c'est BPI France en France qui s'en occupe. C'est jusqu'à 3 millions de subventions que les consortiums peuvent obtenir. Et il faut savoir que 50% de ces budgets doivent être pour les PME dans ces programmes. La clôture, donc il y a un appel qui est bientôt ouvert, le 13 juillet, et qui se clôturera le 15 septembre 2022.
Alors, donc là, on est sur un projet européen, Prevent PCP, que ma collègue vous avait présenté lors de la dernière session. Donc, pour rappel, ce projet est mené par un consortium européen de 22 partenaires, dont 8 acheteurs publics, dont la région Sud, la SNCF et la RATP. Le but de Prevent PCP, c'est de proposer une solution innovante, commercialisable, basée sur un outil d'intelligence artificielle pour la détection automatisée des bagages abandonnés dans les gares. Et comment développer cette solution? On passe par une procédure assez peu commune dans les projets européens, l'achat public avant commercialisation. C'est-à-dire PCP, ça veut dire Pre-Commercial Procurement. Il s'agit d'une procédure un peu hybride. On mêle le soutien à l'innovation au marché public. Donc, les acheteurs publics achètent en fait de la R&D en plus de la solution finale pour les solutions retenues. Donc l'intérêt pour les entreprises, c'est de voir ces dépenses de R&D prises en charge tout en étant propriétaires des résultats à l'issue de la procédure. Elles peuvent développer une solution au contact des acheteurs. Elles peuvent participer à un projet de R&D sur une technologie de rupture, s'internationaliser et se former à une nouvelle forme de marché public. Il n'y a pas que des acheteurs publics français, mais il y en a aussi dans le consortium des Européens. Alors, quelle est l'actualité maintenant de ce projet? Le premier marché est ouvert depuis le 16 juin 2022 et il se clôture le 3 octobre 2022. Donc, si vous avez une solution d'IA appliquée à l'analyse vidéo ou pour les systèmes de tracking et d'identification ou l'intégration de systèmes de management de crise qui peuvent être appliqués à la détection automatique et au tracking de bagages abandonnés dans les transports publics. Voilà, vous pouvez candidater. Vous avez les termes du contrat, enfin du marché qui sont sous ces liens ici. Pour rappel du processus de PCP, de marché public en pré-commercialisation. La première phase, c'est la construction de l'architecture de la solution. Il y aura 6 lauréats sur cette phase. La seconde phase, c'est les essais du prototype à Paris Nord. Il y aura 4 lauréats sur cette phase. Et la troisième phase sera la validation opérationnelle sur des sites pilotes, dont Marseille-Saint-Charles. Et il y aura 2 lauréats. Voilà, donc date de clôture de candidature pour ce marché public, 3 octobre 2022. Alors, encore quelque chose de nouvellement lancé, le Fonds européen de la défense. Il s'agit d'un programme de l'Union européenne qui est destiné à financer la recherche et le développement de programmes industriels dans le domaine exclusivement de la défense. Il est doté d'une enveloppe de 7 milliards d'euros pour la période budgétaire 2021-2027. Les actions éligibles, donc il se divise en 2 volets. Vous avez un volet recherche qui est destiné à financer la recherche collaborative pour des actions telles que le développement de connaissances, intégration des connaissances, études de faisabilité. Et vous avez un second volet qui est le volet développement, qui est plutôt destiné à financer le développement et l'adoption de matériel commun. Donc, pour des actions telles que encore des études de faisabilité, du design, prototypage, test, qualification. Donc, la Commission européenne vient de publier ce programme du Fonds européen de la défense. 8 calls sont divisés en 16 grandes thématiques pour un budget global de 924 millions d'euros. Pour ce qui est de l'éligibilité du consortium, puisqu'on est sur des projets collaboratifs encore, il faut être une entité légale et indépendante établie dans l'Union européenne. Le consortium doit être composé d'au moins 3 entités qui sont situées dans 3 États membres différents de l'Union européenne.
La participation des PME et ETI est vivement encouragée. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus d'avoir un PME dans l'équipe. Une lettre de soutien de 2 États membres également doivent être apportées au dossier et qui justifient leurs intérêts ou leurs engagements dans le projet, le cas échéant. Il y a actuellement 33 appels ouverts et vous avez la liste des thématiques qui sont ici. Je ne vais pas lire toute la slide parce que j'ai déjà largement dépassé le temps. J'en suis désolée. Encore un nouvel appel à projet de BPI France avec un partenariat avec Paris CNRC au Canada, qui est un programme qui vise à promouvoir et soutenir financièrement des partenariats en innovation entre des entreprises françaises et canadiennes. Cet appel à projet sera ouvert à tout secteur de R&D. Et par contre, il y a quand même, donc c'est la différence avec l'autre programme Eureka, il y a un gros intérêt sur l'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé et au domaine de la green tech. Donc c'est ouvert à tout sujet, mais il y a une attention particulière sur ces deux sujets-là. Il y a pour la santé, il y a pour la green tech. Ça permet d'accéder au marché canadien. Et c'est également une opportunité de développer une nouvelle offre en collaboration avec un partenaire canadien. Quels sont les critères d'éligibilité? Donc, il faut qu'il y ait un consortium, c'est encore un projet collaboratif, composé d'au moins une entreprise canadienne et une entreprise française. Ça peut être une start-up, une PME ou une ETI. Les entreprises françaises qui doivent présenter un fort potentiel de croissance à l'international. Et le projet d'innovation doit cibler le développement de produits, services ou procédés industriels et avec des perspectives concrètes d'industrialisation et de commercialisation. Ah, j'ai changé de slide, mais voilà, je voulais aller un peu à la fin des informations pour pas prendre trop de temps. Donc vous avez voilà la date limite d'enregistrement pour les partenaires canadiens. C'est pas la même que pour les Français, donc ce serait le 14 septembre 2022 et le dépôt pour tout le consortium c'est le 14 décembre 2022. Donc il faut quand même s'y prendre assez tôt pour répondre à cet appel à projet, sachant qu'il faut, si vous n'avez pas de partenaire au Canada, il faut en trouver un. Il faut travailler en amont sur la proposition pour passer ces étapes intermédiaires. Et les expressions d'intérêt aussi par les États membres doivent être présentées fin septembre ou plus tard, 28 septembre. Une dernière opportunité de financement qui fait partie du projet Excite dans lequel le pôle SCS est impliqué. Donc il s'agit du dispositif Cluster Exchange qui permet de monter et financer des missions internationales pour nos membres. Donc qui peut y participer? Les PME, des académiques et laboratoires, universités et également des organismes de soutien au développement des PME comme des laboratoires de recherche, incubateurs, accélérateurs, sociétés de conseil qui sont membres de SCS. On peut y participer en tant que visiteur. Dans ce cas, ça vous permet un programme de networking personnalisé, par exemple, qu'on vous arrange avec des potentiels partenaires que vous avez identifiés ou qu'on peut vous aider à identifier chez des clusters partenaires. Vous pouvez avoir une meilleure connaissance du marché si on vous organise des présentations sur un marché ciblé à l'étranger. Vous pouvez conclure des partenariats ou monter des projets collaboratifs avec des partenaires que vous aurez identifiés par exemple en amont, en allant passer plusieurs jours dans leur pays pour avoir des groupes de travail avec eux. Vous pouvez collaborer
collaborer sur vos projets de R&D en allant passer de la même façon plusieurs jours chez votre partenaire étranger. Et on peut également vous aider à participer à un salon, un événement chez un cluster partenaire, soit pour exposer, aller partager votre expertise, intervenir en tant que speaker ou animer un workshop si vous êtes un organisme de soutien, par exemple. Et vous pouvez également accueillir un événement, c'est-à-dire ça peut vous apporter de la visibilité internationale en accueillant des organisations étrangères. Vous pouvez financer la venue d'experts internationaux et du public également à vos événements, workshops, formations. Vous pouvez développer votre portefeuille de contacts, inviter vos partenaires pour vos collaborations R&D. Voilà, financer la venue de vos partenaires de recherche ou de R&D pour travailler plus longuement en présentiel avec vos partenaires. Donc, concrètement, vous pouvez avoir un forfait voyage, donc uniquement les organismes qui visitent, c'est-à-dire qui voyagent dans le pays européen, host. Donc, avoir un forfait voyage qui va de 530 à 1100 € en fonction du pays d'accueil. Et pour des missions à l'étranger qui sont de minimum 3 jours à 1 mois. Donc, on est sur des périodes qui sont des périodes longues. Les conditions. Le forfait couvre, comme je l'ai dit, les frais de voyage uniquement de l'organisation visiteur. Les organisations host et visiteurs doivent être situées dans 2 pays distincts en Union européenne ou membres du programme COSMI. Et ils doivent être séparés par une distance de au moins 200 km. Donc malheureusement, ça ne fonctionnerait pas pour des échanges transfrontaliers qui sont collés à une frontière. Pour les missions de moins de 5 jours, le visiteur perçoit 50% du forfait. Voilà, pour des missions de 3 jours, on n'aura que 50% du forfait. Et elle ne peut pas être visiteur plus d'une fois. Une organisation peut par contre être host plusieurs fois et accueillir plusieurs organisations visiteurs lors d'un même échange. Donc nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous montons votre programme sur mesure à l'aide de nos partenaires européens. Nous vous aidons à trouver des partenaires et des prospects pour vous organiser un programme de networking B2B si c'est ça dont vous avez besoin. Nous nous chargeons du montage du dossier et des contraintes administratives, c'est-à-dire tout ce qui est dépôt de la candidature et suivi du processus de financement. Pour rappel, c'est notre réseau de partenaires cluster européens. Donc, vous pouvez aussi accéder à leur site, etc., avoir plus d'informations via notre site internet. Et si vous avez des besoins dans une zone géographique en particulier, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on mette en place, qu'on réfléchisse à quelle mission serait avantageuse pour vous et ce à quoi vous pouvez avoir droit dans le cadre d'Excite et du dispositif Cluster Exchange. Et voici un rappel de notre offre d'accompagnement que je ne vais pas répéter, voilà, qui est déjà expliqué dans les webinaires précédents. Merci beaucoup. Je vais repasser la main à Nadira. Si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le temps pour des questions, Nadira. Merci Clémence. Oui, on va prendre 2 petites minutes quand même pour répondre. Alors, j'ai une question pour la partie Europe concernant le prix Women Prize. Est-ce que les 2 cofondatrices candidatent ensemble ou chacune à part? Alors, non, mais je ne vais pas pouvoir répondre en direct à cette question. Je suis désolée, c'est pas moi qui me charge de ces Il n'y a sujets. pas de souci. On va prendre la question et on retransmettra donc à Marielle qui se chargera de répondre directement à la personne concernée. Il n'y a pas de souci. Pour la partie Europe, ce sont les seules questions que j'ai. J'ai une question pour Gérard pour la partie appel à projet français. Alors Gérard, je ne sais pas si tu es toujours connecté. Je le suis.
Oui, super. Nous avons une question concernant la candidature à plusieurs dispositifs, savoir si elle est possible et quel impact sur les assiettes de financement. Alors, il y a deux questions. Est-ce qu'on peut candidater à deux dispositifs? Ça? Exactement. Alors, de manière générale, c'est pas, on va dire, interdit, mais ça fait pas nécessairement, c'est pas productif. Parfois, il est préférable de focaliser sur un seul appel à projet et ensuite se réorienter sur un autre appel à projet. Bon, bien sûr, l'aspect temporalité fonctionne, hein, euh, euh, mais pas de manière parallèle pour finalement le même type de projet. Par contre, rien ne vous empêche de postuler sur deux appels à projets, sur deux éléments distincts de vos projets ou deux projets distincts. Là, il n'y a aucune restriction. Et quel impact du coup sur les assiettes de financement? Ben, les assiettes de financement, si on est sur le même projet, c'est les mêmes, sauf qu'il y a des particularités sur les appels à projets. Et si on est sur deux projets différents, ben, les assiettes, il n'y a pas de recouvrement de projet, donc les assiettes sont complètement distinctes. Parfait, merci beaucoup. Nous n'avons pas d'autres questions. Merci à tous les participants. Merci Gérard, merci Clémence. Tu peux Merci répéter à juste tous. la question sur les prix Women. Il s'agissait duquel? Oui, Parce qu'il y avait deux prix. c'était pour ça le prix Woman Prize. Women Prize. D'accord. Je viens de voir une réponse de Marielle dans le chat qui dit que il faut une seule entreprise par candidature. D'accord. Donc c'est une candidature uniquement. C'est pas les deux cofondatrices qui peuvent candidater chacune de leur Non, côté. c'est C'est une vraiment une personne. candidature commune. Oui. Parfait. Super. Eh ben merci pour cette précision. Merci à tous, merci à toutes, merci aux participants. Avant de vous quitter, si vous pouviez consacrer une petite minute à notre enquête satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Les slides vous parviendront cet après-midi avec les points de contact indiqués dessus. Vous aurez également, pour une présentation un petit peu plus détaillée, on va dire, sur les appels à projets sur lesquels nous sommes passés assez rapidement pour la partie Europe, vous aurez le lien du replay sur le webinar qui date du mois de mai. Voilà, donc dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous, nous ferons un plaisir de vous répondre. On vous remercie de votre participation et nous vous souhaitons un très bel été et à bientôt à la rentrée. Au revoir. Au revoir.